C'est parti. Donc, Patrick Coste, on est là pour notre troisième intervention sur la thématique des profs. Je vais vous laisser enchaîner. Vous êtes aux manettes. Merci Omar, bonjour aux spectateurs. Je vais resituer un peu le cadre, hein. On est dans un contexte d'analyse de la situation des enseignants. Quand je dis analyse de la situation des enseignants, le propos ne consiste pas à être dans un entretien un peu en réaction, plaintif, avec des dimensions subjectives et émotionnelles. Le but de ces entretiens que nous avons, c'est vraiment de procéder à des analyses des conditions de la situation des enseignants. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir des discours de compréhension de la situation pour finalement armer sa propre position critique, sa propre réflexion critique, parce qu'une des finalités quand même du livre que j'ai écrit, parce que c'est quand même la ressource sur laquelle je me fonde pour vous présenter cette réflexion, ce sont des finalités qui sont des finalités politiques. La situation s'est profondément dégradée dans l'éducation nationale. Il y a véritablement une question d'avenir grave qui est susceptible de se poser par cette évolution de la transmission dans les pays développés, mais tout particulièrement en France. Je pense que c'est un problème aigu pour l'avenir, presque à l'échelle, enfin, je dis presque à l'échelle, c'est un mot de transition un peu à l'emporte-pièce, mais il y a des problématiques démographiques pour l'avenir, des problématiques évidemment du climat pour l'avenir qui sont très connues. Il y a des phénomènes de belligérance entre une réorganisation entre les nations au niveau mondial, mais je considère que les questions de transmission telles qu'elles sont en train de se profiler sont à la hauteur et à l'échelle de ces problématiques pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu rester euh, silencieux et contenir cette compréhension critique par rapport à ce qui est en train de se passer, que j'ai souhaité le formuler. Alors là, plus précisément, on est dans un contexte où on a présenté la question de la situation des enseignants. Alors, dans des premières parties, il y a deux parties principalement qui ont déjà été présentées, qui est la pénibilité du travail par un certain nombre d'évolutions qui sont en cours, et en particulier l'évolution de l'élève lui-même, de l'apprenant, qui est pris dans des agencements globaux qui font qu'il a un comportement par rapport à la transmission qui s'est profondément transformé et qui augmente la pénibilité. Enfin, il faudrait se reporter donc à cette émission antérieure pour avoir toute la palette de l'analyse à laquelle on a procédé. La deuxième partie de la dégradation de la situation de l'enseignant l'a été à partir d'une analyse on pourrait presque dire des formations de pouvoir, des ordres de discours, des corporatismes qui sont ceux de l'institution elle-même, vis-à-vis des ressources humaines, vis-à-vis des questions de pilotage, vis-à-vis des questions de la pédagogie, de la façon dont elle est transformée au fil des années et comment les enseignants sont susceptibles de s'y adapter, comment au niveau du pilotage, on a fait fonctionner les indicateurs qui sont des indicateurs de performance, comment les évaluations nationales sont des horizons dans lesquels les enseignants doivent s'inscrire, les équivoques qui peuvent y avoir au niveau de la liberté pédagogique, de l'autonomie de l'établissement. Enfin, tous ces points ont été balayés de telle manière à comprendre les conditions de fonctionnement de l'institution elle-même et en quoi elle contribue finalement à cette dégradation de la situation. Alors dans cette troisième partie, c'est un tout autre angle en fait que on va aborder, qui est paradoxal parce que c'est un questionnement
qui va être porté sur les enseignants eux-mêmes, sur les acteurs eux-mêmes, en tant qu'ils sont des reproducteurs eux-mêmes de ces formations de pouvoir et donc contribuent à une continuité et qui est une continuité de la dégradation. Jusque-là, d'une certaine façon, on a présenté la situation critique par rapport au contexte dans lequel se trouvait l'enseignant, par rapport à des agencements d'ensemble, par rapport à ce que c'est que l'institution, par rapport au fonctionnement de la chaîne hiérarchique. Or maintenant, on va passer le questionnement du côté de l'enseignement, de l'enseignant lui-même, en tant qu'il est l'acteur de ces formations de pouvoir. Alors, ça rentre sous une définition conceptuelle qui permet de donner un peu en quelque sorte le chapeau de ce qui va être le fil rouge de cette émission, qui est de considérer que il y a des servitudes volontaires. Le terme de servitude volontaire, bien sûr, est le titre d'un livre de la Boétie, le grand ami de Montaigne. On est en plein XVIe siècle, ce qui signifie que dans les fonctionnements de pouvoir, il y a des comportements où un certain nombre d'identités, de narcissisme participent aux ordres de discours et aux formations de pouvoir, et sans cette servitude volontaire, une chaîne hiérarchique ne pourrait pas exister. Il faut qu'elle trouve dans les servitudes volontaires un certain nombre d'appuis sur lesquels cette position de hiérarchique ou de pouvoir est susceptible de s'appuyer. Donc pour être tout à fait complet sur le fonctionnement global du système, il faut bien sûr faire des désignations des formes de pouvoir telles qu'on peut les entendre traditionnellement, mais voir aussi comment elles se reproduisent du côté des acteurs. Donc vous voulez dire, si je comprends bien, que finalement le pouvoir est réparti entre tous les acteurs et que chacun tire un peu de son... Mais alors, est-ce qu'il y a pas des acteurs qui ont plus de pouvoir que d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'un peu de hiérarchiser un peu tout ça? Alors, il y a deux questions dans votre question. La première question, c'est le pouvoir, il est partout. Et deuxièmement, il y en a certains qui, à certains endroits, ont plus de pouvoir que d'autres. Alors, sur la question du pouvoir qui est partout, la réponse est oui. C'est-à-dire que l'analyse à laquelle je me prête, qui est inspirée de pensées comme celle de Foucault, c'est de considérer que le pouvoir, c'est un agencement global. Hein. Donc le pouvoir, il est certes du côté de l'autorité, comme on dit, mais il est aussi du côté des servitudes. Et il y a des phénomènes de courroie de transmission entre les deux dimensions. Ça implique donc que quand on fait une analyse, il ne s'agit pas de diaboliser un certain nombre de figures du pouvoir, comme si on était à la fête foraine et qu'on envoie des balles sur des têtes dans un jeu de massacre. Ça, j'aurais envie de dire, c'est la réaction facile. Il faut aussi se savoir se regarder soi-même dans ses reproductions, parce que c'est aussi par cette réflexivité-là que l'on peut développer une compréhension critique de l'ensemble et produire des effets de démystification des ordres de pouvoir. Hein. Donc c'est une pensée qui est une pensée des agencements et d'analyse d'une sorte de multipolarité de ces agencements. Pour indiquer que le pouvoir, il est partout, je dirais même qu'il est parmi les élèves, dans des phénomènes de leader. On connaît la problématique du harcèlement, qui sont évidemment des rapports de domination, mais il y a aussi des rapports de domination entre ceux qui connaissent les codes et ceux qui ne les connaissent pas, entre les bons élèves et ceux qui cultivent une névrose d'échec. Donc, par conséquent, les formations de pouvoir, elles sont à tous les étages. Et quand on veut comprendre le système, il faut traverser l'ensemble de ces formations de pouvoir pour en avoir une compréhension. Ensuite, vous avez posé une deuxième question qui est celle, oui, d'accord, mais il y a des endroits et des formations de pouvoir qui sont plus concentrées à certains endroits plutôt qu'à d'autres. La réponse est bien entendu oui, c'est-à-dire qu'il y a évidemment dans les formes d'organisation
de ces agencements. Il y a évidemment des lieux de légitimité où la symbolisation du pouvoir est beaucoup plus forte que dans, si vous voulez, du côté des acteurs. Et donc, bien entendu, entre un recteur et un professeur dans une classe, il n'y a pas photo en termes de dimension du pouvoir, bien entendu. Hein. Voilà. Mais enfin, ceci dit, il n'y a pas de recteur sans professeur dans les classes. Et faut-il que le professeur dans les classes respecte la contractualité de la légitimité par rapport au recteur pour que ça tienne. Donc il faut faire le va-et-vient entre les dimensions pour comprendre l'ensemble. Alors, euh, avant de faire cette analyse des servitudes volontaires proprement dites, je voudrais traiter d'une réflexion, d'un aspect un peu large qui participe de cette servitude que je désigne comme étant la dépolitisation des enseignants. Je commence par poser un problème. La situation du statut des enseignants s'est complètement dégradée. Tout le monde le sait, hein. Je vais donc balayer très très vite. On l'a traité dans les autres émissions. Dégradation des conditions salariales, 40% du pouvoir d'achat sur 20 ans, pénibilité augmentée dans les classes avec les effectifs les plus lourds d'Europe dans les classes, avec un comportement de l'apprenant qui est devenu difficile en lui-même. Donc cette question de l'effectif est un des critères de la pénibilité objective de la situation des professeurs français. On a parlé ici dans cette émission de la question des mutations qui sont des effets de déracinement, des problèmes de reconnaissance que les enseignants ont vis-à-vis de l'opinion publique en général, mais aussi au sein de la restitution, etc., etc. Si les spectateurs veulent avoir une analyse plus large de cette dégradation, qu'ils se reportent aux émissions antérieures. Je ne fais que répéter des points qui ont été abordés sur d'autres moments. Or, alors que l'on est sur cette dégradation de la situation, depuis les années, au moins les années 80. Première observation, d'abord objective, c'est la situation syndicale. On va commencer par du factuel. Si vous voulez, dans les années 90, on avait à peu près 45% des enseignants qui étaient syndiqués. Quand on est en 2020, on est à 30%. Donc on a déjà perdu 15%, ce qui est un indice notoire du désinvestissement par rapport à l'action syndicale dans cette corporation. Suite, chose que peuvent observer également tous les enseignants qui sont sur le terrain, quand il y a un appel à la grève dans la période, et ça depuis sauf au moment de la retraite, sur les luttes sur la retraite, où il y a eu une sorte de retour en force du syndicalisme, mais quand il y a ces appels à la grève, quand on arrive à avoir 10% de grévistes, c'est le bout du monde. Et donc, et sur des interventions de grève qui sont extrêmement fragmentées et ponctuelles, dont un certain nombre de personnes qui y ont participé, il arrive un stade où ils en constatent l'inefficacité et donc, par conséquent, ils se retirent de l'action. Hein, et avec une impression que l'obstacle qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire l'institution, les conditions économiques dans lesquelles ils se trouvent, sont d'un tel volume que de toute façon, ils ne sont pas en capacité par leur action de faire bouger cette montagne qu'ils ont devant eux, et ils se replient, ils inhibent leurs problèmes de situation plutôt que d'agir. Et j'irais même, je traduirais presque sur une modalité qui est une modalité subjective. Cette inhibition est presque une inhibition politiquement dépressive par rapport à leur situation et l'avenir. C'est-à-dire qu'on rentre des affects, de problèmes de réalité,
plutôt que de s'exposer et de s'exprimer dans les situations. Et ce qui fait que entre la génération des années 70-80, où il y avait une véritable politisation dans les rangs des enseignants, et aujourd'hui, je fais l'hypothèse qu'il y a presque une érosion de la pensée politique et des concepts politiques qui sont susceptibles d'être des constructions critiques par rapport à ce qui se passe. Hein, tellement on est du côté de cette inhibition. Alors, juste un témoignage qui date d'ailleurs de cette année, alors même que je suis à la retraite, au moment d'un appel à la grève assez important sur des suppressions de postes dans le premier degré. C'était lié en plus avec la question du choc des savoirs sur le collège, où il y a un très fort mécontentement dans les collèges. Je suis allé, et un peu comme une sorte d'ailleurs de personnalité non grata, hein, dans un contexte comme ça, à un lieu de réunion des syndicats sur une préparation de grève, d'un mouvement de grève, où j'ai croisé sur la ville de Toulouse les leaders des syndicats représentatifs de toute la corporation enseignante, premier degré, deuxième degré, qui préparaient cette grève. Et dans cette réunion, c'était très net. Ces militants, parce que là, il y avait vraiment des militants de FO, de Sud, du SNES, de l'UNSA, etc. Ces militants étaient dépités parce ils avaient l'impression que, vu comment cette grève s'annonçait, c'était vraiment l'occasion d'un mouvement un peu large dans le système, et ils se rendaient compte une fois de plus qu'au moment de cette préparation, il manquait du monde, les effectifs étaient clairsemés par rapport à la mobilisation, et dans la façon dont ils l'exprimaient, ce dépit, c'était sur le mode, c'est toujours comme ça. Voilà. Et donc, je vous le signale comme étant un des symptômes de la dépolitisation du milieu enseignant. Maintenant qu'on a planté le décor, vu les problèmes qui se posent, je fais une articulation entre ce que j'ai appelé la servitude volontaire et la dépolitisation. Mais alors, juste par rapport à cette dépolitisation, ça semble quand même paradoxal que les profs soient extrêmement dépolitisés quand on sait que prof, c'est quand même un métier un peu d'intellectuel. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que la dépolitisation se fasse dans d'autres branches, d'autres métiers, et c'est dans les métiers de l'esprit critique qu'on est le plus dépolitisé. C'est quand même assez paradoxal. Et en plus, en sachant que les profs ont quand même la capacité de bloquer le pays. C'est-à-dire il y a deux, à mon avis, il y a deux choses, hein. Les grèves de profs peuvent réellement bloquer le pays, et en plus, ils sont censés le comprendre, etc. Donc c'est assez étrange. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, je vais rebondir hein, sur le propos. Je considère que, si vous voulez, la fonction de l'intellectuel hein, à l'université, j'en ai parlé hein, dans les émissions antérieures, c'est évidemment toujours un travail, celui de l'intellectuel, où il est confronté à essayer de penser ce qui vient, c'est-à-dire un devenir. Et donc, un intellectuel ne peut pas se contenter des pensées convenues. Et comme les pouvoirs sont des régimes de discours de reproduction, il y a toujours un rapport entre l'intellectuel et le pouvoir qui est un rapport critique. C'est, on va dire, structurel, ça, de la position de l'intellectuel. Il faudrait aller regarder dans les mouvements politiques, par exemple, pour ceux qui s'y intéressent, ce que dit Gramsci sur l'intellectuel collectif. C'est des définitions, à mon avis, cadres par rapport à cette question-là. Bon, le but ici n'est pas de faire de la théorie, ou seulement de la théorie, mais de faire de l'analyse de situation. Donc, je vais pas, je donne simplement la référence pour que ceux qui s'intéressent. Dans les années 70-80, les enseignants étaient des sortes d'intellectuels intermédiaires par rapport à la société civile.
Et donc, dans la dimension de la transmission, dans la dimension de leur rapport au savoir, ils véhiculaient quelque chose de cette dimension critique de l'intellectuel par rapport à la société civile. Cette position de l'intellectuel charnière en quelque sorte, dans le milieu enseignant, s'est perdue. Alors, il y a des tas de raisons, dont un certain nombre là aussi d'arguments d'analyse sont présentés dans des émissions antérieures quand j'ai traité la question de l'université, où on a affaire à une université qui se professionnalise, dont les finalités sont de plus en plus professionnalisantes, qui forme à la compétence, donc il y a des finalités à l'employabilité, et donc c'est la position de l'intellectuel lui-même dans l'université qui s'est déplacée. Donc c'est tout un agencement là aussi global qui est lié au néolibéralisme, qui entraîne une métamorphose, une mutation de la position de l'intellectuel par rapport au pouvoir. Non seulement cela, mais il faut regarder la nature humaine en horreur du vide. Donc il y a un recul de la position de l'intellectuel phare, comme Sartre, comme Bourdieu, à une époque, qui montait sur des tables, l'intellectuel à la casquette de Lénine, comme j'ai souvent l'habitude de le dire pour donner une sorte de métaphore, si vous voulez, de cette sorte de rôle de l'intellectuel. Donc il y a un recul de cette figure-là, et à la place, qu'est-ce qui vient? Ce qui vient, c'est un bombardement de signes par les écrans, hein, pour être très très simple, qui forge une sorte de dictature de l'opinion, et dont un des symptômes majeurs est de se rendre compte qu'on y perd le rapport, y compris à la vérité. Puisque dans cette dictature de l'opinion, il y a une montée des idéologies évidentes, c'est ce que l'on appelle le populisme par un autre bout, une montée des idéologies, mais aussi une montée des faux savoirs, des fake news, hein, qui fait partie évidemment de cette évolution des rapports entre l'intellectuel et une autre façon qu'a le savoir de se transmettre par un autre type de tuyaux et de signes qui forment évidemment la culture d'une société civile. Et dans cette évolution-là, je regrette de le dire, hein, aux générations qui sont jeunes, on n'est pas en train de progresser. Quand les sciences humaines reculent, quand la philosophie recule, on pourrait presque dire qu'à proportion, il y a des phénomènes de bêtises qui augmentent. Ce sont des vases communicants dans les ensembles. Et donc les enseignants, dans ce chaînage entre la société civile et l'intellectuel, avaient toute leur place, et c'est une place qui est en train de reculer. On pourrait presque dire qu'il y a des concurrences de savoir, dont les finalités ne sont plus les mêmes, qui transforment le rapport de l'intellectuel à la société civile. Il fut une époque, l'intellectuel, il était dans les monastères. Vous voyez, la position de l'intellectuel dans l'histoire, elle se déplace. Hein. Et donc on est effectivement dans un déplacement de la position du rapport à la pensée et du rapport à l'intellectuel. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec votre remarque sur mais enfin, les enseignants devraient être ceux qui sont porteurs de la pensée critique. Voilà. Et c'est pas un hasard, c'est pas neutre, ça s'analyse, la raison pour laquelle il y a une perte des concepts politiques et de la pratique politique chez les enseignants. Bon. Vous avez fait état aussi d'une question très intéressante, qui est celle de la puissance dans un rapport de force. Il y a une situation qui objectivement se dégrade. Imaginez que à la SNCF ou à EDF, vous ayez des entreprises comme ça où on ait baissé le pouvoir d'achat de 40%. Je veux dire, il y a une culture syndicale dans ces entreprises dont ils veulent privatiser d'ailleurs un certain nombre de segments, hein, dans l'évolution des formations économiques dans lesquelles on se trouve, mais il n'empêche que il y a une vigilance par rapport à leur situation qui fait qu'ils ont tenu leur rapport à leur statut dans cette histoire politique. Les enseignants, non. Quelque chose a été lâché de ce rapport de lutte, alors même qu'ils disposaient sous la main d'une puissance extraordinaire. Une grève de 15 jours
en France des 800 000 enseignants, c'est un blocage absolu du pays. Oui, on revient à l'époque du Covid. Parce que Ouais, les parents doivent garder leurs enfants, etc., etc. et on revient à l'époque du Covid, qui a été d'ailleurs, à certains égards, très instructif par rapport à la pénibilité qui consiste à s'occuper des enfants pendant une journée entière, mais pas seul. Alors donc on est sur la question de la dépolitisation. Alors pour expliquer, maintenant on est sur, il m'appartient d'essayer de l'analyser. Sur la question de l'intellectuel, on en a déjà un peu parlé là, à l'instant, et qui fait partie de l'explication. Ensuite, sur la question de la dépolitisation, il y a, je voudrais le présenter par deux niveaux, en quelque sorte, explicatifs de la dépolitisation. Premier niveau, c'est une définition générale qui touche tout le monde. C'est-à-dire que les enseignants, là, par rapport au phénomène de la dépolitisation, ils appartiennent aussi à un phénomène d'ensemble. Alors, premier indice de ce phénomène d'ensemble, qui est bien connu, c'est l'abstention au moment des votes de la représentation républicaine. Hein, puisque sur certains votes aux législatives, on atteint des proportions de 45% d'abstentionnistes, ce qui est le plus grand parti de France, celui des abstentionnistes. Bon. Donc, ça signifie que au niveau de l'implication sur la représentation politique, il y a quelque chose qui a perdu du terrain. Ça, c'est juste, je le présente comme étant un indice. Alors, dans cette définition générale, pourquoi on en arrive là? Selon mon explication, hein. Pour l'étayer, je vais faire allusion à un peu de philosophie, sans trop m'y attarder, mais simplement pour planter les problématiques. Si vous voulez, dans la conception de la démocratie, on peut se référer à un des fondateurs qui est Rousseau, qui commençait à écrire le contrat social. Et quand on regarde comment s'élabore ce contrat social, c'est une décision volontaire des particuliers, qui est une décision ex nihilo au regard des conditions réelles de l'histoire, qui décide de faire un contrat qui est un contrat de décision entre les volontés particulières et la volonté de tous. Bon. Et qui va définir en quelque sorte la souveraineté. Et c'est une des définitions qui a ses caractéristiques, mais qui est quand même un des préalables de ce qui va devenir la démocratie. Mais ce que je veux vous indiquer, c'est que dans cette décision ex nihilo, il y a une décision spéculative. C'est-à-dire que l'on suppose que le politique, par cette décision, va conduire à une gouvernance de l'humanité pour les hommes et dans la dimension de la représentation. Or, cette volonté ex nihilo ne prend pas en compte, en quelque sorte, les dimensions des besoins, la dimension des conflits entre le riche et le pauvre, euh, L'infrastructure. donc toutes les tensions qu'il peut y avoir dans une société qui sont transportées dans cette idée de la souveraineté publique, en quelque sorte, et qui fait des promesses, qui fait des promesses au service de l'homme, de l'émancipation de l'homme. Et donc, nous avons affaire à des politiques qui sont effectivement sur ce régime de discours. Or, on en est à un stade où les dimensions de l'économie politique, et donc de la gestion économique, dont on comprend très clairement qu'elle devient absolument déterminante par rapport à cette promesse de la souveraineté du contrat démocratique. Et donc, il y a une équivoque entre les réalités qui sont gérées et la promesse politique qui est une décision spéculative. Bon. Et cette équivoque, au fil du temps, a travaillé au point de presque d'évaluer l'espoir que l'on pouvait avoir
dans la souveraineté politique. On avait affaire à une époque à des présidents de la République qui étaient des présidents de la République politiques. On a affaire de plus en plus à des présidents de la République qui sont des gestionnaires et des gestionnaires à court terme. Des managers. Alors, Et si vous le permettez, on va faire une petite pause et puis on va reprendre. d'accord, ok. C'est parti. Voilà, donc il y a aux politiques qui a travaillé au fil du temps et qui se fait au détriment de la dimension politique proprement dit, d'où un recul. Et j'aurais presque envie de dire que les enseignants étant quand même dans la dimension de la formation culturelle, ont des lucidités par rapport à cet équivoque du politique qui fait que leur implication et leur participation est à la mesure de ce qui s'est renversé du point de vue de ce que j'ai appelé ce rapport entre la gestion court-termiste de l'économie et la dimension proprement dit du politique. Ça, c'est une définition générale du rapport aux politiques dans lesquels aussi les enseignants s'inscrivent. Donc, pour le moment, dans ce que nous avons vu en synthèse, c'est la question de l'érosion de la position de l'intellectuel critique et deuxièmement, la question d'un rapport aux politiques général dans lequel l'enseignant s'inscrit. Troisième niveau d'analyse de cette dépolitisation, c'est une invention à laquelle l'enseignant lui aussi appartient. Cette invention, ce sont les classes moyennes. Dans la conflictualité politique, pour parler très très vite, hein, dans le langage marxiste, c'est le prolétaire et le bourgeois. Mais en fait, c'est la division, c'est la conflictualité du riche et du pauvre. Bon. Il faut voir à quel point il y a eu un détournement sur le plan des idéologies politiques de ce rapport de conflictualité entre le riche et le pauvre. Ouais, Ça, c'est une avec les classes catastrophe. moyennes, il n'y a plus de pauvres, il y a même plus de Voilà. riches. Alors, la classe moyenne, c'est une formidable invention du capitalisme. Ça commence avec, vous qui êtes historien, Omar, vous pouvez le repérer. C'est en particulier la période du Fordisme, hein, c'est-à-dire où on développe une politique salariale qui va relancer le phénomène d'accumulation du capital à certains endroits et qui, en favorisant la consommation sur le salarié, va permettre de relancer la machine, en quelque sorte. Bon, c'est le Fordisme avec une politique monétaire, du keynésiisme. Si vous voulez, ceux qui ont un petit peu une culture d'histoire économique savent parfaitement cela. Mais ça implique que la classe moyenne est une classe qui est comme en deçà de la conflictualité entre le riche et le pauvre. Et les enseignants appartiennent à cette classe sociale. Et donc, ils sont pas exposés, de par leur position, à une pauvreté nécessiteuse. Ils sont au-delà de cette limite. Quoique, hein, la prolétarisation des enseignants qui montent à la région parisienne, quand ils ont 2100 € de salaire et qu'ils doivent se loger, ils finissent le mois en mangeant des pâtes hein, et du riz. Hein. Ça, c'est quand même la réalité qu'il faut regarder en face. Hein. Mais au demeurant, on est dans cette question des classes moyennes. Et là, je refais un lien avec la gouvernementalité politique court-termiste. Ça fait une politique court-termiste qui développe sur le plan une position de politique centrale, ni droite ni gauche, comme on dit aujourd'hui, qui constitue une forme d'hypercentre, d'extrême centre. Et derrière cet extrême centre, en fait, c'est une gestion des moyennes à court terme. Ce qui permet évidemment cette gestion des moyennes à court terme d'autoriser et de laisser complètement libre cours les accumulations de capital qui deviennent absolument extraordinaires sur certaines sphères de la société. Mais là, vous avez des effets de régulation entre cet extrême centre du point de vue de la formation politique et puis ces classes sociales qui sont des classes moyennes. Et là, il y a une extinction dans ces poches-là de gestion
et de classe sociale des rapports de conflictualité du politique. Et donc la conflictualité politique se reconstitue sur des formes idéologiques de recodage, de l'hyper-souveraineté, de communautarisme, des phénomènes d'identité, mais qui ne sont pas des rapports de la conflictualité politique de la division du riche et du pauvre, Donc vous voulez dire qu'on passe des problèmes sociaux, problèmes sociétaux, problèmes de... à des etc. problèmes d'identité. Problèmes d'identité, oui. C'est-à-dire que si on fait un raccourci, vous écoutez la télévision et les médias aujourd'hui, les thématiques, si vous voulez, qui sont mises en avant, alors qu'il y a une destruction vraiment des rapports de travail, de relations au travail dans la société, du côté de l'industrie, du côté de la démographie ratée, qui fait qu'il y a plus suffisamment de travailleurs, etc. Vous avez un déplacement du discours sur des questions d'identité. Voilà. Mais Et alors, est-ce selon que c'est les... Alors, c'est une fiction ou est-ce que parce que les acteurs participent aussi à ça? C'est-à-dire que si on prend la question du social, vous allez avoir des personnes, bon, par exemple, des personnes qui votent pour Marine Le Pen qui vont dire, c'est pour moi, le grand remplacement est plus important que mon salaire. bon, mon hypothèse théorique à moi, hein, qui est une hypothèse critique, c'est que si vous voulez, si vous avez vidé le rapport aux politiques de la conflictualité sociale en tant que telle, on va se recoder sur des formes de signification où on va désigner une sorte d'ennemi de l'intérieur. Et donc là, vous êtes sur les problématiques d'identité entre communautés. Voilà. Et soyons clairs, les positions d'extrême droite qui désignent toute une lutte contre l'immigration, c'est une désignation de l'ennemi de l'intérieur par identité nationale. Voilà. Et donc, on peut tenir un discours populaire, populiste par rapport, si vous voulez, aux Français, mais il n'empêche que sur le plan de la conflictualité proprement dite du rapport au travail, on va dire, les phénomènes d'accumulation de capital et puis la façon dont le travail est acheté et le pouvoir d'achat, ce rapport-là n'est pas véritablement travaillé. Mais L'enjeu, d'ailleurs, il est avec les Gilets jaunes, on en est revenu pendant quelques mois à cette question au social. C'est très étrange, hein, même à droite, à l'extrême droite. Et puis, alors, ceux qui passaient leur temps sur les infos à parler d'immigration, en fait, sont un peu calmés. C'est assez marrant. Alors, là, mon explication rapide, hein, parce qu'on quitte un peu la question de la dépolitisation des enseignants, mais enfin, ça reste des sujets intéressants. Si vous voulez, une société dans ses ordres de discours, donc dans ses formes idéologiques, ne contient jamais complètement la communauté. Il y a toujours quelque chose dans la communauté qui est susceptible de craquer à ses marges. D'accord? Et compte tenu qu'il y a un vidage de la conflictualité politique et qui se déverse sur les dimensions de l'identité et de l'ego d'ailleurs, hein, de l'ego personnel, qui devient un territoire politique à part entière dans le néolibéralisme. Hein. Ce sont des identités de communauté, mais ce sont des identités de soi qui prennent de plus en plus d'importance dans la société qui est la nôtre. Bon. Mais compte tenu qu'il y a un vidage de la question politique, elle ressort à l'insu des identités dans des rapports de force qui a été celui des Gilets jaunes. C'est-à-dire que de toute façon, là où ça craque, ça revient. Et ça revient avec des rapports irrationnels. Voilà. Et pour moi, les Gilets jaunes, si vous voulez, c'est presque une sorte de remontée de l'inconscient politique à travers les gilets jaunes sur les places. Bon. Alors après, il y a toute une question de l'organisation politique et de la conduite politique et de la conceptualité politique par rapport à la société, qui fait qu'il faut passer de l'insurrection à la dimension du rapport de force politique effectif dans la société globale. Voilà. Hein. Il y a eu les révolutions arabes, qui étaient des révolutions insurrectionnelles, qui sont retombées de mal en pis. Parce que je pense à l'Égypte, par exemple. Hein, et ça pose la question, évidemment, de ce qui craque par rapport à des formes de pouvoir, mais aussi des formations politiques qui sont constituées, qui font le poids par rapport, si vous voulez, à des recodages fascisants qui sont possibles de revenir derrière. Voilà. Tout ça, ce sont des questions politiques, mais ce qui est intéressant là pour nous, c'est en synthèse
de voir l'évolution de la position de l'intellectuel, pour reprendre ce que nous avons dit jusque-là, de la dépolitisation dans ce que j'ai appelé le contrat politique qui comporte une certaine formalité qui ne rejoint pas le réel, ou l'équivoque a travaillé de telle manière que quelque chose s'est perdu. La puissance d'intervention des enseignants qui représentent une véritable force politique, qui ont perdu la conceptualité politique de la pratique politique et donc de la puissance qu'ils représentent. Hein. Tout ça, ce sont des indices de la dépolitisation. Mais pour le moment, dans ce que je viens d'expliquer, j'ai d'une certaine façon situé les enseignants vis-à-vis de cette dépolitisation dans des catégories générales, qui sont susceptibles de toucher aussi d'autres catégories que les enseignants. On pourrait parler de l'évolution du syndicalisme dans le monde ouvrier. Hein. Vous savez tout ça, Omar, hein, je suppose. Bon. Mais il y a une particularité de la dépolitisation du milieu enseignant. Ça, si vous voulez, c'est ce qui souvent n'est pas pensé. Alors, pour l'expliquer, et ça fait partie, nous sommes sous le chapeau de la servitude volontaire. Comment, à l'insu de soi-même, on est susceptible de reproduire des continuités qui sont des continuités de dégradation. Parce qu'on a perdu le rapport aux politiques. Et on est dans ce sujet-là. Bon. Et là, pour expliquer la particularité du milieu enseignant vis-à-vis de cette dépolitisation, je vais faire appel à un corpus théorique qui est difficile. Ne nous le cachons pas, qui est celui de Jacques Lacan, psychanalyste. Il écrit un séminaire sur 4 discours qui expliquent les structures psychiques des uns par rapport aux autres. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a les 4 discours. L'un, c'est celui de l'hystérique, l'autre, c'est celui de maître, l'autre, c'est celui de l'analyste, et il y en a un quatrième qui s'appelle le discours universitaire. Et c'est celui-là qui m'intéresse parce que c'est une structure psychique. Et quand on entend discours universitaire, on entend bien quelque chose qui a à voir avec la mission de professeur à l'université. Donc essayons d'aller voir ce qu'il dit de cette structure psychique. Il écrit ça, je le signale, en 1972, c'est tout de suite après mai 68, pour expliquer quelque part que la révolution de mai 68, c'est défaire un maître pour en renouveler un autre. Hein, parce qu'il est dans une sorte de pessimisme de la position du maître qui se renouvelle. Bon. Donc c'est pour situer un peu le contexte de Lacan dans la période politique où il écrit ce texte. Alors, ce discours universitaire, ce qui est intéressant, c'est que ça définit, je vais le simplifier, pardon pour les spécialistes, mais ça indique que la position de relation à l'autre, donc de maître par rapport à l'autre, là en l'occurrence, se fait sur la base du savoir. C'est-à-dire, c'est parce que je détiens un savoir que je m'établis dans une relation à l'autre. Et à partir de là, il y a une sorte de contiguïté entre la position de domination et la position de savoir. Donc ça définit une structure psychique qui est une structure symbolique. Alors, essayons maintenant de mettre en vis-à-vis le travailleur qui vend sa force de travail et l'enseignant qui est en position subjective de celui qui dispose du savoir et la symbolique du savoir. Ce que le travailleur vient équilibrer dans sa rétribution par rapport à la vente de sa force de travail, c'est la vente de sa force de travail. On a remarqué qu'avec la perte du pouvoir d'achat, il y avait quelque chose qui se perdait de la vente du force de travail de l'enseignant par rapport à l'État. Donc il a bien fallu qu'il y ait quelque chose qui se mette à la place, qui vienne remplacer ce qui se perdait dans ce rapport d'échange. Eh bien, ce qui se met à cette place-là, c'est le rapport que l'enseignant a à sa place symbolique dans la société. C'est-à-dire que lui est le juge du savoir et celui qui en dispose dans sa position de maîtrise. Et il faut savoir quand même qu'on est dans un contexte qui est celui, alors on repart sur les agencements globaux,
qui est celui d'une ère industrielle qui est celle de l'économie de la connaissance. Donc ça signifie que les classes sociales, de plus en plus, se définissent par le niveau d'études et donc par les diplômes. Emmanuel note, qui est toujours dans une sorte de réflexion décalée, appuie énormément sur ce déplacement, sur la question du prolétaire par rapport à celui qui ne sait pas, à l'ignorant et à celui qui est diplômé. Voilà. Vous voulez Et il y a une Emmanuel Todd? stratégie, Todd? Emmanuel Todd. Ah, Todd. Et il y a une stratification comme ça des phénomènes de domination qui passe par les acquisitions de savoir. Voilà. Et là, à ce moment-là, dans le circuit symbolique et économique, l'enseignant a une place. Et ce qu'il perd sur le salaire, il le regagne finalement dans cette position d'attachement à sa discipline. Je signale que un rapport qui avait été fait en 2002, si mes souvenirs sont bons, de Jean-Pierre Aubin, inspecteur général de son État, historien de son État, Omar, dans sa formation initiale, avait fait un rapport sur les enseignants qui me semble toujours valable. C'est-à-dire que pour les enseignants, ce qui comptait le plus dans leur identité statutaire, c'était leur attachement à la discipline, c'est-à-dire leur attachement aux acquisitions du savoir qui ont été les leurs. Voilà. Et là, il y a quelque chose de très très fort sur le plan de l'identité des enseignants, qui fait que là, effectivement, il y a une particularité qui fait qu'ils se situent dans des rapports d'échange dans la société autrement que d'autres types de travail, qui sont beaucoup plus utilitaristes, beaucoup plus fonctionnels, beaucoup plus définis dans les rapports aux besoins par rapport à leur vie personnelle. Et donc là, il y a une explication, si vous voulez, d'un décrochage dans le rapport d'échange au travail. Bah, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on dit d'eux, c'est ce que les parents disent d'eux. Bon, l'enseignant, il travaille, il touche un salaire, mais il le fait pas pour l'argent. Il le fait pour la Dans beauté le du langage, savoir. voilà, dans le langage familier ou dans l'opinion, ce sont effectivement des points de vue qui circulent, ça, par rapport à ce que représente l'enseignant. Voilà. Alors, cette histoire du discours universitaire et cet attachement à la discipline, c'est aussi une question politique, mais que je ne vais pas pouvoir traiter maintenant, parce que les ordres du discours du côté de l'académisme, qui est une hiérarchie du sens par rapport à la société, l'académisme, hein, pensez Bourdieu, mais le fait des attachements à la discipline tels que qui sont construits dans cette subjectivité font un nœud entre l'académisme et le discours universitaire. Donc c'est important de se regarder aussi dans ces positions-là pour, comme je l'ai indiqué, avoir une réflexion critique vis-à-vis de soi-même par rapport au phénomène de reproduction de la servitude et d'une certaine continuité de la dégradation de la société. Ne perdons pas de vue que sur la question de l'académisme, en France en particulier, il y a un résultat en termes d'égalité scolaire qui est un des pires du monde. Il faut bien que ça vienne de quelque part, ça. Hein, cette façon dont la société se divise entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Bon. Et il faut quand même se rendre compte qu'ensuite, sur le plan politique, je fais des boucles là, quand on regarde l'électorat de M. Trump ou de Marine Le Pen, on se rend compte que, statistiquement, hein, du moins, ce sont des personnes qui ne sont pas allées jusqu'à un certain niveau d'examen qui votent pour ce personnel politique. Et ça, c'est repéré du point de vue des études sociologiques. Hein. Donc on voit bien à quel point, là, il y a des phénomènes de dimension politique souterraine qui sont formidablement importantes. Voilà. Mais ce qui m'intéressait là, pour le moment, c'est de montrer comment il y avait un rapport au politique, au conflit politique qui s'était éteint chez les enseignants, pour un certain nombre de raisons qui sont des raisons globales du rapport au politique, de l'intellectuel par rapport à ce rapport global que j'ai développé, mais aussi avec une position spécifique de l'identité symbolique de l'enseignant dans une société qui est une société de la connaissance et du diplôme.
Mais alors, très rapidement, mais paradoxalement, on est dans une société, dans une économie de la connaissance, dans une société du diplôme, dans laquelle l'enseignant est de moins en moins considéré comme de moins en moins légitime. Est-ce qu'il n'y a pas un Oui. paradoxe là-dedans? Alors, c'est comme ça que l'enseignant se vit, au fond des fonds. Mais sur le plan de la société, on l'a déjà dit, si vous voulez, il y a des phénomènes de concurrence des signes, des, des, des régimes de discours dans la période. La société du spectacle est dominante par rapport aux propos du professeur dans sa classe. Voilà, pour le dire simplement. La Et société de donc, il y a une sorte de l'écran, double société, celle du spectacle, celle de l'économie. c'est-à-dire ce qui se passe de toute façon dans une société. Faut la comprendre à double niveau, je sais pas. C'est compliqué là. Vous m'amenez sur des terrains qui comportent une certaine complexité, sur lesquels il ne peut pas y avoir des définitions euh, simplement de oui et de non par rapport au contexte. On est dans une société qui se fragmente, où la dimension du commun a perdu ses grands récits qui les rassemblent et qui les contiennent. Bon. Et donc, on est dans une société qui se reconstitue sur des identités. Alors, vous avez des identités corporatistes. Euh, vous êtes aujourd'hui camionneur, transgenre et bouliste. Et vous êtes ces trois calques d'identité qui vous constituent politiquement. Donc, les grands récits républicains, ils sont remplacés par des formes d'identité de ce type-là. Et chez les enseignants, il y a un recodage sur leur territoire corporatiste de l'identité qui est la leur à travers le savoir. Même quand ils sont dans la classe, dans la mise à l'épreuve d'une hégémonie des savoirs qui les met en difficulté, dans une pénibilité au travail. C'est-à-dire que la transmission du savoir, c'est une transmission de savoir qui est rente, parce qu'on n'en veut plus en face. On regarde justement de ces rapports de signification qui s'opposent les uns entre les autres. Voilà. Mais ce que je vous indique, malgré ces contradictions, c'est que ce discours universitaire dont je parle, il a encore une espérance de vie non négligeable en termes de formation de l'identité des enseignants. C'est un processus lent dans lequel en fait on vit encore. C'est-à-dire que on est Les loin d'en être phénomènes, encore sorti. les lignes les lignes de formation symbolique ou les lignes de formation idéologique, ce sont des lignes de longue durée. Bon. Et il faut des agencements de contradictions internes, en quelque sorte, pour que ces ensembles se déplacent. Hein. Mais, et donc, évidemment, si vous faites une analyse de société, vous allez toujours trouver le tout et son contraire à chaque fois. Et par conséquent, si on veut faire de l'analyse, il faut essayer de faire des repérages, une sorte de cartographie de ces rapports-là, et ensuite de hiérarchiser des ordres de signification pour savoir où on se trouve là vis-à-vis de ça. Les enseignants, aujourd'hui, en s'attachant à ce qui s'attache dans leur représentation et de leur identité, ils sont prolétarisés. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils ont hiérarchisé le rapport aux politiques au bon endroit, compte tenu de la situation qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui? Je dis pour ma part, c'est une dénonciation que je formule, la situation est sinistrée. Et cette situation qui est sinistrée au niveau des enseignants, nous allons collectivement la payer très très cher. Je, je vous donne une indication hein, pour planter le clou. Hein. La Cour des comptes fait un calcul sur les besoins en enseignants, je l'ai déjà dit hein, ailleurs, en 2035, on a besoin de 300 000 enseignants. OK? On vient d'en recruter 19 500. Il y en a 3 000 qu'on n'a pas pu recruter parce qu'ils n'étaient pas au rendez-vous du recrutement. 19 500 que multiplie par 10, ça fait 195 000. OK?
Si vous savez faire une opération, 300 000 moins 195 000, il en manque 100 000. Donc l'intervalle des 100 000, on va essayer de les compenser par des contractuels, voire par des réductions d'horaires dans les volumes ou des augmentations d'horaires du côté des enseignants dans leur service. Pourquoi pas? De toute façon, il va falloir faire face à la réalité. Mais ce que ça signifie de ce recrutement des 180 000 par rapport aux besoins des 300 000, c'est que c'est une sorte de déficit sur le statut lui-même. C'est l'indice le majeur de la situation sinistrée. Le, les autres indices, c'est la souffrance des profs par rapport à la pénibilité, par rapport à la situation. Mais ils prennent sur eux, comme je l'ai indiqué. Mais ensuite, il y a des éléments objectifs par rapport, si vous voulez, à la capacité à faire face aux réalités, qui sont des impasses absolues à moyen terme. C'est de ça dont on est en train de parler. Bon. Alors, j'ai parlé de la dépolitisation des enseignants comme étant un des facteurs de la servitude, parce que s'ils étaient rentrés dans la conflictualité politique, on n'en serait pas là. Donc il convient d'y réfléchir. Alors maintenant, je voudrais aborder d'autres aspects de la participation des enseignants à la reproduction du système. Et là, il y a un argument très simple qui est presque une respiration dans l'analyse, pour presque une façon un peu de poser les armes, hein, parce que tellement c'est classique comme argument. Vous avez un système de pouvoir, tous les systèmes de pouvoir se caractérisent par des phénomènes de flatterie des personnes qui sont en position de subalterne. C'est-à-dire que on donne un certain nombre de bons points, pour prendre une formule comme on utilisait autrefois dans la communale, on donne un certain nombre de bons points, si vous voulez, aux enseignants, à travers les échelons, à travers un certain nombre de compliments qui leur sont transmis par rapport à ce qu'ils font que ils ont un narcissisme qui est flatté, qui est gonflé, et qui donc leur donne un retour des pouvoirs qui sont en place par rapport à ce qu'ils font. Et rien ne permet mieux la reproduction que les illusions de la reconnaissance dans laquelle on se trouve. Je regrette de dire qu'entre les illusions de cette reconnaissance, l'importance qu'elle a à travers les échelons ou je ne sais quoi, et la dégradation de la reconnaissance réelle des enseignants dans la société, il n'y a pas photo. Donc on voit bien qu'il y a une disproportion entre ce que j'appelle ces flatteries et la réalité de la situation des enseignants telle qu'elle se pose aujourd'hui. Ça, c'est la servitude volontaire. C'est celle dont parle la Boétie. Comme un système de pouvoir, je veux dire, vous avez le roi, les dorures, un faste extraordinaire, tout le monde paye à la gabelle, que sais-je, hein, vous êtes historien, mais vous allez donner quelques petites sucreries, si vous voulez, parce que vous représentez le nom de la reconnaissance en elle-même. Et donc, il va y avoir un effet si vous voulez, d'hystérie, finalement, de la reconnaissance sur celui que le dominant vous a accordé, qui fait que, malgré tout, vous allez accepter la situation. Ça, c'est un jeu de dupes. Et beaucoup des enseignants, dans le rappel reconnaissance dans lequel ils sont à l'intérieur du système, sont dans cette servitude volontaire par leur participation à cette illusion de la reconnaissance. Et ça, c'est du concept, la Boétie, hein, concernant la servitude volontaire. Et là, il y a quantité de phénomènes. Voilà. Alors, il y en a un, il y a un chapitre que je développe. Alors, juste un peu de description, là Et alors, aussi. et vous liez ces flatteries ou l'acceptation de ces flatteries à quoi? À l'individualisme généralisé? C'est-à-dire que quelque part, il y a entre les rapports réels, globaux, de reconnaissance, qui sont à construire, et des phénomènes finalement de gonflement narcissique qu'il peut y avoir à certains endroits, eh bien, on en perd les rapports réels de reconnaissance. Voilà.
Alors, c'est à voir avec l'individualité, mais pas que l'individualité, parce que ces phénomènes de reconnaissance, ils comportent des dimensions de grégarité. C'est parce que vous avez été distingué par une bonne pratique que quelque part, vous pouvez flamber parmi les autres. Et faut-il qu'il y ait un système de la reconnaissance de ces distinctions-là pour que celui qui est distingué trouve le miroir parmi les gens qui l'entourent? Moi, j'ai vu des choses extraordinaires hein, par rapport à ça. Hein. Parce qu'on vous donnait une casquette sur une spécialité ou un enseignement particulier, ben, ça suffisait, si vous voulez, à remplir la personne. Et à côté de ça, la situation est sinistrée. Bon. Ben, ce sont ces rapports de proportion et de disproportion qu'il s'agit de réfléchir politiquement. Et donc, il implique là de la démystification des effets de servitude qui se produisent par ce système-là. Alors, il y a un autre exemple. Hein. Alors, une description un peu, là, pour le coup, on va dire, un peu prosaïque, c'est dans les salles des profs. Dans les salles des profs, on en avait toujours un ou une, parce que c'est quand même un métier très féminisé, où vous avez le meilleur pédagogue de service Oui, qui vous explique oui, la c'est lui qui dit, par exemple, moi tout se passe bien dans ma classe, je comprends Voilà, pas pourquoi, c'est ça, c'est ça, c'est pourquoi c'est ça. le bazar à côté. Chez moi, tout va bien. Mm. Et je suis arrivé à ceci et je suis arrivé à cela. Vous en avez dans toutes les salles des profs. Et en général, vous en avez un qui parle comme ça et beaucoup qui sont silencieux autour, qui disent pas leurs difficultés. Parce que cette parole, qui est une parole évidemment de mise en valeur, écrase la difficulté des autres. Pas rien tout ça. Tout comme vous avez de plus en plus aujourd'hui dans une salle des profs, un ou une qui est le meilleur de républicains de service, qui depuis, par rapport à la formation de la laïcité, de la citoyenneté, de la morale collective, en sait plus que les autres. Et qui quelque part désigne que les collègues, ils sont en dessous de tout par rapport à ça. Et là, vous avez même en interne dans l'éducation nationale et en dehors de l'éducation nationale, tout un discours idéologique est en train de se tenir, d'enseignants qui, au nom de l'émancipation, favoriseraient le wokisme, les communautarismes, etc., et vis-à-vis desquels vous auriez des bons républicains qui se feraient décimer par cette majorité d'anarcho, je ne sais quoi, d'anarcho de l'identité nationale. Oui, et puis ces bons républicains qu'on voit, qu'on voit passer à la télé, qui deviennent un peu des vedettes, un peu de... Et alors le bon républicain bien pensant, effectivement, ça me rend furieux, moi, ça. Hein. Le bon républicain bien pensant, si vous voulez, qui a tout compris, c'est effectivement celui qui passe comme un avant et qui va désigner les autres comme étant insuffisants. Ça, c'est cata, quoi. C'est comme ça que, à l'intérieur du système, on développe des reproductions, des formations idéologiques ambiantes et populistes qui sont en train de se jouer partout là, en ce moment. Ça, c'est de la reproduction de pouvoir. Voilà. Et ceux qui sont les auteurs de ce type de discours en interne ne se rendent pas compte du mal qu'ils font à la corporation d'ensemble. Les enseignants dépolitisés, comme je les ai appelés depuis le début de cette émission, ce sont des enseignants qui avalent leur pénibilité. Donc ce qui domine en ce moment, c'est les phénomènes d'inhibition des problèmes qu'ils vivent. Et donc ceux qui sont dans l'exposition qu'ils sont les meilleurs parmi les autres, ça indique à quel point ils contribuent à cette inhibition. On est dans ces rapports-là, dans le système. Et puis vous avez, dans une salle des professeurs, toujours les phénomènes de pouvoir classiques, de un ou une, qui est le cacou de service, quoi, qui parle plus fort que les autres, qui donne des coups de menton quand il y a des débats sur des partages de services ou autres. Et ça, ces phénomènes-là, ils existent aussi. Ça, ce sont des phénomènes de la reproduction de la servitude. Les petits pouvoirs qui permettent aux grands pouvoirs de se tenir. Vous voyez? Voilà. Et vous les avez dans la cour de récréation. On pourrait en parler du côté des élèves. Hein. Mais là, aujourd'hui, on est sur la situation d'analyse des conditions des enseignants.
Alors, un des aspects également qui contribue, c'est une autre strate qui fait partie d'une définition cadre dans le système, c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Alors ça fait un mal fou aussi. Bon. Vous êtes, on va le prendre par un bout c'est le bout des formations continues. Vous allez en formation continue, vous êtes toujours pris dans le maelstrom des réformes qui sont en cours. Donc, vous ne travaillez pas véritablement sur vos pratiques, mais vous travaillez sur une adaptation à une réforme qui a été décidée par un ministre, 2 fois sur 3. Hein. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Il y a eu un rapport au Sénat de Longuet qui fait état que la formation continue est dévoyée parce qu'elle n'en finit pas de s'occuper des réformes qui sont en train de passer comme des plats d'un ministre à l'autre. Bon, et passons par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que ça configure comme journée de formation? Ben, vous avez un inspecteur ou en général un inspecteur d'ailleurs qui vient vous lire, qui vient vous expliquer la réforme en cours en lisant le BO, qui en général est une lecture paraphrasée du BO. Quand vous avez affaire à quelqu'un de talentueux sur le plan de l'académisme, vous avez l'impression que c'est porté avec intelligence. En fait, c'est la paraphrase du BO sur le fond. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie de la formation, la bonne pratique. C'est ça que je voudrais épingler. C'est-à-dire que vous en avez toujours dans le système qui, évidemment, ont des comportements d'exception par rapport à leurs pratiques, qui vont donner une visibilité à ce qu'il faut faire. Bon. C'est ni plus ni moins qu'une expression de modèle. Et donc, si vous êtes sur une expression de modèle, ça veut dire que vous, dans votre pratique, qui développez avec votre corps un tout autre athlétisme, j'aurais envie de dire, de la manière de pratiquer, la modalité de travailler avec vos élèves. Vous êtes un autre corps. Bon. Et quoi qu'il en soit, si vous avez un modèle, ça veut dire que c'est toujours un modèle vers le haut par rapport à ce que vous faites. Donc la bonne pratique, c'est pas forcément une position qui valorise ce que vous faites et qui travaille à partir de qui vous êtes. Et ce phénomène des bonnes pratiques est extrêmement mis en valeur parce que c'est facile, c'est un outil facile de montrer les bonnes pratiques quand on veut conduire un système. On en a toujours sous la main. Voilà. Sauf qu'à partir de là, on n'est pas dans le travail de la difficulté, là où sont les gens par rapport aux situations qu'ils rencontrent eux-mêmes. Et évidemment, quand on est sur des bonnes pratiques et que vous êtes présenté pour être celui qui avait les bonnes pratiques, vous êtes le flatté de service. Voilà. Vous êtes distingué. Et ces phénomènes de distinction, ce sont des phénomènes d'image en interne qui participent à la reproduction du même système. La troisième partie de cette journée de formation, en général, ça consiste à faire travailler les gens ensemble. C'est-à-dire que les stagiaires deviennent les professeurs d'eux-mêmes par une réflexion commune. C'est en général le cache-sexe d'une absolue impréparation de la journée de formation. Voilà comment se déroule, si vous voulez, une journée type de formation quand on veut accompagner le réformisme. Voilà. Mais là, ce que je vous indique, c'est que la bonne pratique, c'est, si vous voulez, les galons qui sont mis au fantassin, qui vont le valoriser et qui font évidemment une caporalisation par des modèles des pratiques des autres. Et ça participe à la servitude volontaire dans l'agencement des fonctionnements. Je continue. Un autre aspect, Là, ah, beaucoup plus compliqué. peut-être si vous le permettez de faire une petite pause et reprendre. D'accord. C'est parti. Lorsque je vais aborder la maintenance, par contre, intellectuellement, autant les précédents étaient là très largement descriptifs et plus compliqués à comprendre, qui est le pédagogisme. Et dans le pédagogisme, il y a là aussi des formations par les acteurs de pouvoir qui évidemment participent à la reproduction globale. Et donc je vais essayer de m'en expliquer. Alors,
D'abord, pour le pédagogisme, c'est toujours pareil. Je l'ai présenté dans des émissions précédentes avec vous, Omar. Il y a le phénomène de la dernière intellectualité à la mode. C'est-à-dire que vous avez toujours, évidemment, dans les sciences humaines, dans les sciences tout court, dans la pédagogie, euh, des, euh, des champions de l'intellectualité qui vont Après, élaborer. si vous le permettez, hein, parce que ça me fait penser à hier, je scrollais sur Facebook, je tombe sur une vidéo d'une dame, une institutrice, modèle, présentée comme un modèle, et je regardais les commentaires commentaire nous parlait de Stanislas Dehaene en disant qu'il fallait se mettre à jour, etc., etc. Ah ben, Et cetera. Et que finalement, si elle le faisait avec 30 élèves, c'était possible. Et alors, il y avait la prof qui essayait un peu de sortir, d'expliquer que c'était pas si simple que ça, etc., en collège, en lycée. Mais voilà. Mais en fait, elle était prise dans le truc et finalement, bon. Ouais. Et elle a fini par dire oui, effectivement, c'est super, c'est un super modèle, mais je ne pourrais pas le faire. très bien, mais ça, vous voyez votre exemple là, il est excellent. Parce que on a effectivement des champions de l'intellectualité qui, à un certain moment, sont susceptibles, si vous voulez, de faire des élaborations de discours, qui fait que le Pékin de base, il peut pas être à ce niveau, tout simplement. Et donc, il y a dans des scories comme ça de production intellectuelle un effet de nouveauté et de flash de connaissances et de compréhension par rapport à ce qui peut être fait, qui produisent des effets de séduction évidents. Bon. Et vous avez une floraison comme ça de techniques ou de discours pédagogiques. Mais si on faisait une sorte d'histoire un peu dans des sédimentations de ce que j'appelle là, ces nouveautés intellectuelles, on verrait à quel point l'une chasse l'autre. C'est un phénomène, c'est comme l'effet de la mode en quelque sorte. Et il y a évidemment des corps d'inspection, des enseignants qui viennent se former dans des stages autour de ça, qui font des groupes, qui prétendent que c'est le dernier sirop-typhon qui va permettre de guérir tout le monde. Et je l'ai dit ailleurs, donc je le répéterai pas, mais le cognitivisme est vraiment une des lignes de développement de cet ordre-là en ce moment, avec pour champion Stanislas Dehaene. Il faut voir maintenant sur le terrain, au niveau des enseignants qui apprennent à lire et à écrire, justement, parce que j'en ai rencontré dans des conférences, dans quel rapport ça les met vis-à-vis de ce qu'on appellerait un signifiant maître, qui est un discours scientifique de plus. Mais bon, puisque je l'ai déjà traité, cette question du cognitivisme, je n'y reviens pas. Mais j'indique là que cette question des captations qu'il peut y avoir par ces séductions autour d'un certain nombre de discours qui apportent le dernier remède, en quelque sorte, fait partie d'une hystérisation qui a en interne sur le discours pédagogique et qui participe à des gens qui trouvent leur légitimité par ça. Moi, j'ai vu des conseils pédagogiques, il faut bien le dire, par des corps d'inspection qui expliquaient la dernière méthode à laquelle il fallait s'employer. Et 10 ans après, parce que moi je suis un peu vieux, hein, j'ai donc vu, il fallait faire exactement le contraire. Et ça, je l'ai vu, hein, qu'on vienne pas me raconter des histoires. Et j'ai vu des gens qui ont été accablés parce qu'ils respectaient pas certaines méthodes. On les aurait pris 10 ans après, ils auraient été honorés. Donc ça indique quelque part qu'il y a une relativité de ces discours qui sont en surface par rapport à la pédagogie, au regard, si vous voulez, d'une certaine évolution entre les différents sédiments. Et ça, je l'ai expliqué comment ça se fabriquait et comment ça se faisait dans une émission antérieure, sur laquelle on peut s'y reporter. Mais là, ce que je pointe, c'est à quel point il ne faut pas s'y laisser prendre. Bon. Et un enseignant qui a de la bouteille,
comme on dit, qui a vu passer une vague, deux vagues, trois vagues, qui a vu qu'en termes de résultats, ça n'apportait pas plus de bénéfices. En général, s'il a la tête sur les épaules, il en revient à du bon sens. Et donc, il remplit le contrat vis-à-vis de l'institution en faisant mine d'obéir, et il fait ce qu'il veut. Là, si certains m'entendent, ils vont penser que je suis en train de promouvoir de la désobéissance civile. Non, je suis en train de corriger une absurdité du système par rapport à des pratiques et un empirisme qui comportent une efficacité dans le travail beaucoup plus importante que suivre les effets du pédagogisme. Alors, il y faut un certain temps, hein, pour les bons élèves enseignants qui arrivent sur le terrain, de passer à l'épreuve de cette démystification de, de, de ce pédagogisme. Alors ensuite, ça, c'est par rapport, si vous voulez, sur les rapports qu'il y a entre les discours, certains discours universitaires, encore une fois, le Collège de France, l'inspection générale, la façon dont ça descend par les inspecteurs, etc. Et là, il y a toute une organisation hein, de ce pédagogisme-là hein, dans le fonctionnement. Mais je voudrais parler maintenant d'une question qui est plus fondamentale par rapport au pédagogisme, qui est plus compliquée et qui m'oblige de faire de plus grands détours sur l'explication. On a un apprenant, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, qui a véritablement, où il y a eu une mutation de l'apprenant. Cette mutation de l'apprenant n'a qu'à se reporter sur les émissions antérieures, sur l'évolution de la famille, sur le rapport de l'apprenant à la consommation, sur le rapport de l'apprenant à la consommation des écrans, etc. Il y a des mutations subjectives qui s'opèrent du côté de l'apprenant, qui fait qu'on a affaire à un apprenant égocentré dont le rapport qu'il a à la transmission et à la culture, qui normalement devrait l'élever, passe par son désir et sa motivation. Le centre de l'apprentissage, c'est pas le maître, c'est l'élève. Mais dans une formation de la transmission où l'enfant devient celui à qui on doit servir le désir. Je l'ai expliqué ailleurs, hein, d'un point de vue logique, comment on arrivait à cette position-là. Ce qui n'était pas vrai dans d'autres époques, où le rapport à la culture était un rapport transférentiel sur la position du maître. Là, inversement, c'est le maître qui doit se transférer sur la position de l'élève. Donc, c'est un renversement de la position pédagogique. Et donc, à ce moment-là, quand on fait de la transmission de savoir, on fait au moins autant de l'éducation que de la transmission de savoir. C'est-à-dire qu'il faut être au plus près de l'éveil des satisfactions, des émotions, de la motivation de l'enfant. Et donc, à partir de là, on est obligé, c'est une adaptation qui tient à l'époque, à développer des scénographies entières de la transmission qui se mettent au service de cette position égocentrée du désir de l'enfant. Et si un enseignant manque de charisme ou est incapable d'intéresser et modifier les élèves, il va être considéré comme étant mauvais. Parce que le pouvoir est au désir de l'enfant. Ce Oui, qui alors, est un, ce qui c'est ce est un qu'on... renversement, c'est que un renversement des constellations. Hein, Oui, non, de, de- alors justement, alors vous dites très bien, c'est un renversement des constellations, mais alors moi j'en reviens toujours à ceux qui regarderaient l'intervention, notamment les parents, qui ne voient pas ce renversement, qui pensent que de toute éternité, il fallait s'adapter au désir de l'enfant. Et alors souvent ce qu'ils disent par exemple, c'est mais si vous ne l'intéressez pas, l'enfant ne va pas apprendre et n'a pas à apprendre, faut l'intéresser. pour comprendre ça, on va établir une comparaison entre les parents d'hier et les parents d'aujourd'hui. Les parents d'hier, ils disaient la chose suivante. Si tu n'écoutes pas le maître, tu prendras une claque. Pas pareil. Je force un peu le trait hein, pour qu'on comprenne. Hein. Je caricature le phénomène. Hein.
Mais c'était ça. Mon père le disait et le faisait. Tandis que maintenant, on dit, c'est pas, c'est, si le maître n'écoute pas l'enfant, c'est à lui qu'on va devoir donner une claque. Mm. Claque symbolique, entendons bien. Ouais, Donc elle est vous parfois entendez, réelle, elle peut être réelle parfois. oui, et elle peut être réelle parfois. Mais vous entendez là un renversement de la position parentale par rapport à la question de la façon dont ils délèguent leur enfant dans l'institution. Bon. Alors, je l'ai expliqué ailleurs, hein. Ça signifie que l'enfant dans les familles devient comme le centre de ralliement de la communauté familiale, où il y a une décomposition du groupe par les désirs, et qui se rassemble autour de l'enfant. L'enfant devient la chose la plus importante et centrale de la famille. Voilà. Et donc, si l'enseignant, dans ce monde-là, ne contribue pas à servir cette centralité, il n'est pas à sa place. Voilà. Et ça, c'est l'évolution dans laquelle on est. Et donc, évidemment, alors pour le dire dans des termes, si vous voulez, un peu plus distanciés, ben, ça participe d'abord à une mise en cause de l'autorité de l'enseignant, c'est-à-dire que cette position-là, elle est susceptible d'entamer la position d'autorité de l'enseignant, hein, parce qu'il est mis en cause, parce qu'il n'y arrivera jamais à servir le désir complet de l'enfant. Il sera toujours en défaut par rapport à ça, charismatique ou pas d'ailleurs. Donc, par conséquent, si vous voulez, on peut toujours demander à l'enseignant d'être autre chose qu'il est par rapport à cette centralité du désir de l'enfant. Et donc, il y a un consumérisme des parents par rapport à la position du maître qui tient la répartition des places telles qu'elles se sont distribuées. Je ne suis pas en train de dire il faut faire comme ceci ou il faut faire comme cela. Je suis en train de faire des analyses fonctionnelles des positions des uns et des autres, de telle manière à ce que chacun réfléchisse et puisse s'y situer. Hein. Penser, c'est comprendre ce qu'on est en train de faire sur les différentes positions, les différents positionnements dans lesquels on peut être. Alors, ce pédagogisme aussi, si vous voulez, ce qui est formidable, c'est que on va se retrouver dans des situations avec ce pédagogisme où euh, on va tellement devoir servir par des scénographies l'éveil de l'enfant, le désir de l'enfant, que on va investir, je vais le dire comme ça, on va investir davantage les dynamiques de projet, de scénographie scolaire, et tout le monde va aller regarder ça, ces scénographies scolaires. Euh, ça, parce que ça a beaucoup de visibilité, parce que c'est susceptible d'apporter des satisfactions. Mais la question qu'il faut se poser avec ce pédagogisme-là, qui est au plus près de dimensions éducatives, par rapport à la nécessité de transmission de la culture, quel est le rapport qui se perd entre des fondamentaux de transmission et ces scénographies pédagogiques qui se mettent au plus près du désir de l'enfant. Voilà. Et là, il y a un pli, si vous voulez, qui est en train de se développer, qui fait que on va dans le sens de la dérive d'une certaine consommation scolaire. Voilà. Et je l'indique ici comme étant un phénomène des reproductions, mais alors là, des reproductions dans des formations de la subjectivité telle qu'elle peut se développer dans une société qui est une société capitaliste. Je fais ces grands pas là. Voilà. Donc, autrement dit, on participe à ça dans ces développements-là. Alors, c'est formidable, hein, parce que vous avez des gens qui, de ce point de vue-là, font des projets culturels qui sont magnifiques et qui sont formidablement honorables, mais dont la position par rapport aux ordres d'importance par rapport à ce qui est en train de se passer dans la société ne voit pas à quel point ils contribuent à un certain mouvement de consommation. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Et donc, je l'indique là, pour le coup, comme une participation à un rapport au savoir, qui est un rapport au savoir qui appartient
au monde économique dans lequel on se trouve. Voilà. Et il y a en plus, du côté des divertissements, une consommation culturelle qui devient la friandise des bobos. Hein. Et ça, c'est très marqué. Ah, et alors, Euh, ça me alors bon, moi, il ouais. faut sortir. Mais une formation culturelle, je regrette de dire, hein, euh, mais si vous voulez être dans une formation culturelle, une formation culturelle, c'est pas simplement ouvrir une porte sur un style. C'est véritablement un travail de compréhension et c'est un travail. Voilà. Et il n'y a pas de formation culturelle sans que quelque part il y ait un effort et un travail. Donc, vous diriez c'est un travail, donc c'est aussi une souffrance. Je vous pose la question comme ça parce que Non, non, pas forcément une souffrance il parce y a que un rejet, enfin j'ai l'impression qu'il y a quand même un rejet général de il y a un l'effort dans le rejet, sens de la souffrance. Il il faudrait y a un que ce rejet. soit rapide, facile et pas trop. Et voilà, et que il faudrait souffrir le moins possible. Alors, ce sont des rapports là que vous établissez qui me demandent aussi de serrer en quelque sorte les niveaux du problème, parce qu'il y a dans la société un problème avec dans le rapport du travail au divertissement, qui est un véritable phénomène de société global, ça me paraît évident. D'ailleurs, je trouve que les théoriciens du travail n'en parlent pas suffisamment de ça, de cette déperdition d'un certain rapport au travail, voilà, qui est vraiment un phénomène de société. Mais au-delà de ça, c'est toujours pareil, c'est un classique en philosophie, hein. Il y a le travail aliénant, qui est un travail qui supporte finalement des instrumentalisations d'une domination, quelle qu'elle soit. Bon. Et puis le travail dans lequel on se réalise. Et quand on a la chance d'y avoir accès, d'avoir le temps de le développer, le travail culturel, c'est un travail de jeu avec les formes logiques. Et quand on est capable dans son esprit de pouvoir jouer les formes logiques, j'aurais envie de dire que c'est le monde qui s'ouvre lui-même dans l'interprétation. On essaye d'être à la hauteur de ce que l'on a en face dans ce jeu-là. Bon. Et ça, c'est un plaisir indéniable. Et on peut travailler sans compter. Et alors à ce moment-là, j'aurais presque envie de dire que le travail défatigue Mm. Ouais, c'est ça. les aliénations que l'on peut avoir par ailleurs. Hein. Donc c'est pourquoi les catégories du travail, il faut les distribuer sur des plateaux différents par rapport à ça. En fait, je vous ai parlé du pédagogisme et je vous ai indiqué en quoi il s'inscrivait dans une reproduction d'un certain système économique de consommation par rapport à la position de l'enfant telle qu'elle était en train d'évoluer. Autre phénomène de la servitude volontaire, c'est de façon générale le carriérisme. Mais à travers le carriérisme, on retrouve ce que je disais tout à l'heure sur les bonifications en quelque sorte. C'est-à-dire que là, je rencontrais là dernièrement des enseignants de mon établissement où j'étais proviseur. Leurs propos, leurs discours, quand ils m'ont rencontré, c'était la chose suivante. C'est significatif. Ils me parlaient de l'échelon qu'ils n'avaient pas encore et qu'ils cherchaient à obtenir. Comme si la finalité dans laquelle ils étaient, du point de vue personnel, c'était cette gratification. Alors je reviens sur l'histoire des bonifications, hein, mais il y a quantité aussi de stratégies de carriérisme, si vous voulez, dans le système. Il faut voir comment, par exemple, on fait fonctionner les agrègues qui sont les agrègues que l'on a par décision des corps d'inspection, sans passer par les concours. Il y a un quota d'agrègues qui sont attribués, mais alors il faut voir le nombre. C'est sur 650 professeurs, une agrègue par an. Eh bien, ce phénomène-là, si vous voulez, les gens s'y accrochent comme étant une éventualité. Et donc, c'est évidemment un phénomène qui est typique du carriérisme. Mais là, on retrouve vraiment les concepts classiques de la servitude volontaire. Voilà. Alors, en synthèse,
Et en conclusion, j'ai fait dans des autres émissions une critique des formations de pouvoir dans l'institution, mais il faut savoir balayer devant sa propre porte par rapport à ce que l'on fait au niveau des formes de reproduction, de ce que l'on désigne comme étant négatif par ailleurs, parce qu'on l'a du côté de l'autorité que l'on subit. Voilà. Là, il y a des enchaînements de reproduction que l'on a, y compris entre pairs, au niveau des acteurs de terrain. Et ça fait partie des conditions qui font que le système dure. Parce que s'il n'y avait pas ces aspects-là de reconnaissance en interne, et qu'on regardait en face la dégradation de la situation telle qu'elle est, on irait sur le pavé, ce que l'on ne fait pas. Donc il faut quand même se rendre compte des effets d'illusion qui peuvent se jouer, y compris dans la salle des professeurs par rapport à tout ça. C'était le but de mon intervention d'aujourd'hui. Bon, bah écoutez, c'était super. Moi, j'ai pas vu passer cette intervention. Ça a été quand même assez rapide. Je pense que c'est aussi parce que le propos était fluide, était pertinent à tout niveau. Donc, alors moi, vous propose une autre intervention, une énième intervention. Alors, sur quel thème, je sais pas encore. À, à nous de voir un peu sur quoi on va se mettre d'accord. Et voilà, parce que le but, ce serait vraiment d'épuiser le sujet. Parce que je sais je sais qu'il y a une demande hein, là-dessus, hein, sur l'école, que ce soit des enseignants, des parents et même des gens qui sont ni parents ni enseignants, mais qui regardent ça un peu de loin. Il y a vraiment une demande de compréhension du sujet. Parce que là, alors, d'ailleurs, au fil des interventions, je me rends compte que ben, moi-même, en tant qu'enseignant, je comprends des choses que je comprenais pas, que je ressentais, que je sentais plus ou moins, mais sur lesquelles j'arrive à mettre des mots. Donc, je pense que voilà. Je pense que c'est vraiment très très intéressant. Très bien, mais je vous remercie des compliments. Alors, il y a un sujet aussi, hein, quand même, hein. C'est que jusque-là, j'ai fait les figures de triste cire, étant entendu que j'ai porté la critique partout. C'est-à-dire que mon rôle là a été le poil à gratter de tous les étages. D'accord? Mais j'ai une conception de l'avenir qui est une conception de l'avenir renouvelée. Et ben, je crois que c'est à ça qu'on va devoir. Donc, si vous voulez ça, je suis susceptible d'en faire une émission dessus. Bah, génial, ben, on pourra la faire la prochaine fois. Allez, ça marche. Très bien, bah, à la prochaine fois. À la prochaine fois.